Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. Vendredi 23 juin, nous allons tenter de nous mettre d'accord aujourd'hui avec Alex Darmon. Bonjour, journaliste politique. On peut vous retrouver sur YouTube. Vous avez une chaîne de débat qui s'intitule Les Indécis. Najwa El Haïty, docteur en droit, présidente de Demain. Plus maintenant. Ah bon, d'accord, plus présidente de Demain. Donc vous êtes avocate et voilà, vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la rédaction du Monde Moderne, économiste et éditorialiste politique. Non, bah, vous savez, aujourd'hui, on a vu les spécialistes de l'Ukraine devenir des spécialistes des sous-marins. Donc, déjà spécialiste du Covid. Déjà spécialiste du Covid. Donc, c'est vrai, spécialiste en tout, ça voilà, c'est vous parfait. êtes spécialiste éditorialiste politique sur Sud Radio tous les mercredis matins. Et Alexandra Spinner, vous êtes conseillère régionale LR d'Île-de-France. Bonjour. Bon, beaucoup de sujets. Vous avez des coups de gueule et des coups de cœur qui vont nous emmener sur des débats d'actualité. On va parler évidemment du sous-marin. On va parler de ces Français qui sont contre le port des vêtements religieux à l'école. C'est un sondage, c'est une balise IFOP fiduciale pour Sud Radio. Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, qui a été licencié, limogé et qui se retrouve à la tête du journal du dimanche. Ça fait parler. Non, pas encore. D'accord. Oui, parce qu'il y a une grève et une mobilisation. Et puis les arrêts maladie qui explosent. Alors on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alors je ne sais pas par où commencer parce que vous avez tous des sujets qui vont nous emmener sur des débats. Peut-être Najwa, c'est un sujet qui m'avait, je dois dire, échappé. Si, non, je l'ai vu. Oui, si. Non, c'est impossible qu'il vous ait cessé. Ah ouais, moi ça m'a tellement choqué que c'est un coup de gueule. C'est un colloque. Alors mon coup de gueule concerne la tyrannie des minorités à l'université, mais vous me direz c'est pas nouveau. Non. Alors le monde université est attaqué de toutes parts, après l'extrême gauche, après les fréristes, après d'autres mouvements radicaux. Eh bien, place aux trans, qui n'acceptent pas le débat au sein du Centre de droit public comparé, qui dépend de la faculté de droit de l'université de Panthéon-Assas. Alors, la thématique du colloque, il faut que je vous la rappelle, c'était la République universelle à l'épreuve de la transidentité. Alors, au bout d'une heure et demie d'échange, 5 étudiants portant un masque chirurgical se sont levés pour asperger les intervenants de peinture, leur jetant des boules puantes, des billes et divers objets en métal au cri de non aux transphobes. C'est quand on voit les images qui circulent sur les réseaux sociaux, honnêtement, ça fait froid dans le dos. C'est d'une violence inouïe quand même. Et donc dans ce contexte de violence, le colloque bien sûr a dû être interrompu, et c'est révélateur d'un climat extrêmement pesant au sein de l'université. Mais comme je le disais au début de mes propos, ce n'est pas nouveau. Mais ce que ces trans n'ont pas compris, c'est qu'en interdisant le débat, ils se posent en policiers de la pensée et affaiblissent la cause qu'ils sont censés défendre en violant les règles démocratiques et l'autonomie du savoir. D'ailleurs, je peux avoir ce même discours vis-à-vis d'autres minorités, comme des féministes, qui se radicalisent et qui desserrent complètement la cause des femmes. Alors, ce qui m'exaspère aussi, c'est que des présidents d'université chargés de faire respecter cette liberté académique qui nous est si chère et l'expression des savoirs cèdent aux menaces des minorités. Et ça, je trouve ça, déplorable. Et donc, c'était mon coup de gueule de ce vendredi. Ça avait été le cas pour Florence Bergeau-Blaclair aussi. Exactement. Dont la conférence avait été annulée. Alexandra Spinner. Oui, alors évidemment, je me désole que la liberté académique soit si menacée partout sur le territoire français. Ça, c'est un premier point. Néanmoins, on peut se réjouir quand même que toute petite victoire, que la conférence ait pu se poursuivre dans une autre salle. Ah, je savais pas. Ouais, donc ça quand même. D'accord. Moi, je l'ignorais. Voilà, mais je crois heureusement. que oui, on peut s'en réjouir vraiment. Mais il y a une forme de terrorisme. Non, mais de toute façon, on a bien compris que les tenants du camp du bien ne sont pas des démocrates. Ils utilisent la violence, c'est leur mode de communication, et c'est un véritable fléau. Je crois que le président de l'université d'Assas a déposé plainte. Voilà, mais oui, on vit, l'université française vit sous la terreur permanente, il faut le savoir. Oui. Non, mais c'est un Alex Darmon.
c'est un peu la tendance, la fin au débat en France, la fin aux opinions, la fin à l'échange. Vous savez, il y a des sociétés dans le monde, je pense notamment au Québec, au Canada, où le débat n'existe pas. C'est pas bien vu de débattre, d'échanger. En France, c'est quand même les bases de notre pays. On aime débattre, on aime ne pas être d'accord. Titre de votre émission, mettons-nous d'accord. On aime ne pas avoir les mêmes avis et les confronter. Et aujourd'hui, on a l'impression que, alors vous l'appelez la bien-pensance. Oui, c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Mais moi, j'ai plus envie de dire qu'une partie de la population veut mettre fin à ce débat et veut, coûte que coûte, arriver à ses fins et dire il va falloir y arriver par la force. On l'a vu pour cette histoire-là, mais on l'a vu il y a quelques jours, quelques semaines aussi, quand des jeunes sortent des livres sur l'écologie et disent que il y a plus de débat à avoir. Maintenant, il faut agir par la force et forcer les gens. Voilà, bref, on veut forcer tout le monde à avoir le même avis que nous. Et ça, c'est un problème parce que moi, je reste persuadé que les Français ne l'accepteront pas. Voilà, les Français ne l'accepteront pas. Quand vous avez des gens qui viennent en nombre dans la rue parce qu'ils sont contre la réforme des retraites, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord. Quand vous avez des Français qui viennent en nombre dans la rue parce qu'ils sont pas d'accord avec le prix de l'essence, pareil, ils manifestent, voilà. Donc c'est pareil. Et le fait de vouloir imposer, de faire le coup du buzz, avoir une société du buzz, toujours, il y a un moment donné où ça va exploser, ça ne marchera plus. Oui, c'est proprement dingue en fait de se dire que si on réfléchit en fait à les militants pour la transidentité ou quoi que ce soit, ce qu'ils veulent, c'est la liberté, de changer et de vivre pleinement leur vie. Et ils voudraient interdire la liberté du débat. Donc c'est complètement antinomique. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a rien qui tient là-dedans. Ça me fait penser en plus ces modes d'action aux soi-disant militants climat qui passent leur temps à asperger les peintures les tableaux de peinture et qui se collent les mains. Enfin, on se dit mais pourquoi? Alors c'est effectivement c'est le buzz, mais c'est quelque chose qui dit aussi le moment dans lequel on est. Je crois qu'il y a une radicalisation, une fascisation de la société terrible, où on voit qu'il y a des factions. Alors chacun défend une idéologie, une vision du monde, une radicalité, et il y a de moins en moins d'espace de débat. Et l'université, justement, c'est le lieu où on apprend, c'est le lieu où on met les savoirs les uns face aux autres, c'est le lieu où on peut se rencontrer, échanger. Si on commence à attaquer ça, et on l'a vu aux États-Unis, le mal que ça a fait, si on rentre dans cette logique américaine en France, il restera plus rien, parce que c'est déjà quand même assez difficile de débattre aujourd'hui. Mais si maintenant l'université n'est pas protégée, précarée, qu'il y a vraiment une volonté forte, et de la part des responsables universitaires, parce que eux aussi poussent un peu l'écriture inclusive et tous ces trucs-là. Donc à un moment, il faudrait une réaction forte, la République universelle, etc. Mais ça me paraît important de préserver l'espace, et notamment universitaire, et l'espace du débat plus largement. Je veux dire, les réseaux sociaux qui sont empuantés par, bien sûr, beaucoup de haine, et les plateaux, enfin tout le reste. Mais je rappelle qu'à la Sorbonne, la pièce de Charb n'avait pas pu se jouer. Bien sûr. Lettre ouverte aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Il y a eu des manifestations pour interdire de jouer cette pièce. Donc c'est des conférences de François Hollande pour son livre qui avait été Sylviane Gazinski aussi, pareil. Bien sûr. Allez, on va marquer une pause et on continue notre tour de table avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, et on va reparler éducation avec la certification écolo en 3e, ou encore Papendiaï qui continue dans ses œuvres. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, avant de reparler éducation, Alex Darmon, vous vouliez revenir, vous, sur une information un peu qui est dramatique, qui est ce sous-marin qui a explosé, visiblement. Oui, même implosé, c'est-à-dire que... Et apparemment, très vite, au bout de 2 heures de navigation, vous savez, ce sous-marin qui se rapprochait pour visiter l'épave du Titanic, avec à son bord 5 personnes, dont un jeune de 14 ou 16 ans, je sais plus, qui était avec son père. Et je voulais revenir dessus parce que on parle de la mort, et la mort c'est toujours terrible quoi qu'il arrive. Et là, depuis quelques heures, on a une hiérarchie, on a une mise en concurrence entre la mort de ces gens qui étaient dans le sous-marin, et entre les morts migrants qui traversent tous les jours la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Et vous avez une hiérarchie, une mise en concurrence par des hommes, des femmes politiques, en l'occurrence des hommes politiques, qui
trouve malin de comparer le fait qu'on va aider plus rapidement ces gens qui étaient dans le sous-marin que les migrants qui essayent de traverser la Méditerranée. Les deux sont, enfin, on parle de la mort en fait, les deux sont parfaitement horribles. Il n'y a pas de hiérarchie, des gens sont morts dans les deux situations. Et je pense pas que de faire passer le message, de dire que on envoie plus vite des secours pour aider les gens qui sont dans le sous-marin, ça va aider au fait de faire accepter, de faire comprendre à la société que les gens qui traversent la Méditerranée pour rejoindre l'Europe ne le font pas non plus par plaisir et qu'on ne peut pas les laisser dans ces conditions traverser la Méditerranée. Ça ne sert pas le débat politique et ça ne sert pas la cause publique tout simplement. Donc j'ai trouvé ça complètement indécent et même vulgaire de la part d'élus comme Julien Bayou et comme d'autres qui trouvent ça malin. Pas totalement obscène. Obscène et stupide comme stupide. Non, je sais pas ce que vous en tout à pensez. fait. Enfin, cette mise en concurrence victimaire, elle a toujours là aussi existé. Et je l'ai trouvée également déplacée. Par rapport aux propos que vous citez, mais il y avait aussi ce volet, on a plus médiatisé, on a plus médiatisé le sous-marin et la mort en effet de ces 5 personnes que ces migrants. Et en fait, on rentrait dans une concurrence, on va dire, médiatique, où il y a eu peu de lumière, et là je peux comprendre, et peu de visibilité par rapport à ce drame aussi. C'est vrai que la Méditerranée est devenue un cimetière. Eh bien, peu de visibilité médiatique comparée à ce sous-marin où là, il y a toutes les analyses, enfin, toutes les chaînes se sont emparées de cette information. Mais bien sûr, moi je dénonce la mise en concurrence victimaire, mais je peux comprendre en effet que médiatiquement parlant, on a préféré plus parler de ce sous-marin. Oui. Ben c'est ça qui était choquant, Alexis je pense Poulain. que c'est l'invisibilisation de ces 600 morts disparus migrants où on a très peu parlé, comme si c'était peut-être qu'on est honteux aussi, peut-être qu'à un moment se dire que les gardes-côtes grecs dont la responsabilité est en cause, et nous regarder ça de loin en disant que finalement on laisse mourir des gens. Alors il faut lutter contre les mafias bien sûr qui font du trafic humain et les passeurs, c'est ça le problème numéro 1 évidemment, mais une fois qu'on en est là, on peut pas laisser ces gens mourir dans l'eau. C'est quand même l'humanité qui est en jeu, qu'on le veuille ou non. Donc il y avait ça, le côté un peu honteux où on n'en parle pas, et puis de l'autre côté, le côté obscène où on en rajoute vraiment sur, alors le sous-marin il leur reste encore 4 heures, 3 heures, 2 heures d'oxygène, où là il y avait quelque chose d'extrêmement morbide aussi sur la vie de ces personnes, et où c'était de la fascination morbide vraiment, en disant mais comment on va les retrouver, est-ce qu'ils ont attendu dans le noir pendant 3 jours avec pas du... Enfin, et là c'était aussi un autre traitement de l'info qui moi m'a choqué parce qu'il y avait vraiment une fascination morbide dans cette affaire, parce qu'il y a le Titanic évidemment, parce que derrière c'est une affaire assez hors norme quand même. C'est hors norme bien sûr, mais le traitement sur le côté du tic-tac, est-ce qu'on va les retrouver, est-ce qu'ils auront assez d'oxygène, c'est pas un film, c'est des gens qui sont dans une situation chaîne d'infos. Oui, certes, mais c'est aussi un sujet qui est un peu cinématographique. Oui, mais pourquoi le faire? On fait de l'actualité, on fait pas du cinéma. Moi, simplement sur les migrants, je voudrais quand même rappeler que il y a aussi d'autres responsables, comme les associations, qui font de la misère humaine leur fonds de commerce. Et moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que finalement, on s'habitue à ces images terrifiantes. Et ça a un goût de fin de l'humanité. Je trouve que c'est terrifiant. On voit ces femmes, ces enfants, ces hommes qui meurent dans des conditions atroces. La Méditerranée est leur tombeau. Et on finit par s'y habituer. Et c'est pour ça qu'il est absolument nécessaire de désigner les coupables et de prendre des mesures fortes pour que cela cesse. Mais en ce moment, Non, juste... Ça résonne beaucoup ce que vous dites, Alexandra, sur le fait qu'on s'habitue au malheur. Moi, je me suis fait la réflexion avant-hier à Paris. Ça n'a rien à voir, mais je trouve que c'est le fait de s'habituer au malheur qui moi me gêne de plus en plus. Avant-hier soir à Paris, on est le 21 juin, vous avez une explosion rue Saint-Jacques. Ça, c'est catastrophique, hein. Il y a un immeuble qui s'est effondré, des gens qui sont en urgence absolue. Et puis 1h30 après, dans Paris, vous avez la fête de la musique, à quelques rues, à quelques mètres, des gens qui jouent de la trompette, du saxophone, de la guitare, comme si de rien n'était. Et je me suis fait cette réflexion-là. C'est vrai que de plus en plus, aujourd'hui, on a tendance à s'habituer à ce qui n'est pas normal.
Bien sûr. Et donc, Ce qui est inacceptable. voilà. Et quand vous dites qu'on s'habitue effectivement à ces images de migrants et à ces 100 personnes qui meurent et qu'on ne montre pas les images, effectivement, ce n'est pas normal. Mais c'est même enfin sur le choix du fait divers. Là, il y a un gendarme qui a été blessé lors d'une interpellation d'un pédocriminel, qui a été lui tué. C'est pareil, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il va être défiguré. Enfin, c'est terrible aussi. Et là, c'est pourquoi on ne parle pas plus de celui-là. Enfin, c'est quand même la violence est partout, quoi. Mais après, c'est l'actualité du fait divers aussi qui rend la chose complètement folle, quoi. On est dans une spirale incroyable, quoi. Enfin, imaginez Annecy, c'était il y a une semaine. Ensuite, il y a eu les images de Bordeaux. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'arrive plus à suivre. C'est vraiment le sentiment que j'ai aujourd'hui, quoi. Et puis ce que disait, je sais plus si c'est vous qui disiez ça, c'est le cloutage que font les médias, c'est-à-dire le storytelling, de planter des caméras à chaque fois, suspense organisé. Quand on voit les chaînes d'infos qui vont après dans le parc à Annecy pour se balader, pour faire des micro-trottoirs. Enfin, voilà, alors, on va parler éducation. On commence avec vous, Alexis. C'est votre coup de gueule, coup de cœur pour Pap Ndiaye. Coup de cœur, moi j'adore Pap Ndiaye. Donc je trouve qu'il a une politique phénoménale au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et là, son combat va être de reconquérir le 3e trimestre. Alors le 3e trimestre, c'est vrai, c'est Roland Garros, c'est le Festival de Cannes. Avant il y avait le bac quand même, donc on révisait un peu le bac devant Roland Garros. Donc on était encore un peu accrochés entre les deux. Là, comme il y a le bac Blanquer, comme il y a le contrôle continu, bon c'est bon, le mois de juin c'est fini. Dès la fin du mois de mai, ça commence à être très flottant. Et donc, réforme après réforme, on se rend compte que, alors le 3e trimestre, c'est pas nouveau, mais là, ça devient catastrophique. Les profs le disent. Les profs de philo, qui est une blague, qui arrive vraiment comme une cerise sur le gâteau à la fin. Il n'y a plus personne. Et donc, il réfléchit à des questions sur liées Parcoursup à ce 3e trimestre et le présentiel, voir comment aussi l'année universitaire pourrait être décalée. Bref, un ancien recteur a été chargé d'un rapport qui sera remis en septembre pour préparer peut-être la reconquête du 3e trimestre en 2024, sachant que de toute façon, à la rentrée, on n'est pas sûr d'avoir un prof devant chaque classe. C'est encore un vrai problème. Donc en fait, c'est une chronique du démantèlement de l'éducation nationale, en fait, cette présidence et ce ministère de Pap Ndiaye, avec des mesures cosmétiques sur la laïcité, sur l'écologie. Là, je passe à la perche, évidemment. L'éducation sexuelle. Bien sûr, Pap Ndiaye et le zizi des oiseaux. Et les référents, référents trucs, référents machin, référents cuisine. Alors les enfants, comment on réchauffe une boîte de conserve? Super, mais qu'est-ce qu'on fait d'une société où les profs ont été sélectionnés pour boucher des trous, où l'école est devenue une garderie, et où les enfants, finalement, ne savent même pas quel est le programme. C'est 30% qui arrivent en 6e sans savoir lire ni écrire. Oui, et qui ressortent, je pense, en 3e, qui ne savent pas plus lire et écrire, malheureusement. Alors peut-être qu'ils connaissent plus sur la sexualité des oiseaux, mais globalement, on est loin Là, ils vont être bons en écologie, non Alexandra Spinner. Chronique du démantèlement de l'école, suite, et pas fin, hélas. Elisabeth Borne a dévoilé les premières annonces issues des concertations du Conseil national de la refondation dédiée à la jeunesse. Et parmi ces propositions, une mesure gadget, une de plus, la certification écolo à la fin du collège. Alors c'est une sorte d'évaluation. Éco-cert. Et pour tous les élèves de 3e, du savoir vert, avec tout un référentiel de compétences à acquérir au cours de sa scolarité, sur le tri des déchets, le bien s'alimenter, le changement climatique, qui sont évidemment des sujets essentiels, je le précise, pour d'emblée éviter les procès en climato-sceptologie, scepticisme. L'objectif de ce dispositif laisse perplexe. Il s'agit de lutter contre l'éco-anxiété. Alors là, si j'avais mauvais esprit, je dirais que cette annonce tombe à point nommé au moment où le gouvernement a dissous le collectif Soulèvement de la Terre, ce qui est une excellente nouvelle. Mais peut-être faudrait-il accorder moins de crédit aux Greta et autres oiseaux de mauvais augure qui annoncent à la jeunesse la fin du monde et qui leur tiennent un discours épouvantablement culpabilisateur. Alors ce sont eux qui enferment la jeunesse dans la souffrance et... il faut quand même savoir que l'éducation au développement durable, il est
transversale pendant toute la scolarité des petits Français qui vont à l'école. Depuis l'éducation au développement durable est présent depuis la maternelle, mais ce qui permet de former des citoyens responsables, ce sont les savoirs et pas les positions et les postures sociétales. Et ça, hélas, ça n'est plus le cas. Je rappelle que la mission première de l'école, c'est l'acquisition des savoirs fondamentaux. L'école est au bord du gouffre. Et ceux qui en payent le prix le plus fort, je le rappelle souvent, ce sont ceux qui ne retrouvent pas à la maison ce qu'on leur enseigne à l'école, c'est-à-dire ceux qui sont le plus fragiles socialement. Et ces élèves-là, leurs préoccupations sont des problématiques d'orientation, des problématiques sociales. Voilà. Et tous ces enseignements sur la sécurité routière, sur l'éducation sexuelle, sous toutes ses formes et toutes ses variétés, le savoir-faire, se fait au détriment de l'enseignement des savoirs fondamentaux. Et détourne l'école de sa vocation première. L'école, ça doit être le temple de l'instruction et pas le réceptacle des maux de la société. Voilà. C'est le pilier de la République. Alors oui, lutter contre l'éco-anxiété obscurantiste de l'écologisme, oui, mais pas à l'école. Et moi, j'ai une pensée particulière pour les professeurs qui tiennent ce système à bout de souffle depuis des décennies, qui n'ont plus envie d'y aller d'ailleurs. Qui doivent en permanence se réinventer au rythme des nouvelles annonces gouvernementales. Et ce nouvel effet de com, car c'est un nouvel effet de com, nous le savons tous, ne va pas vraiment arrêter l'hémorragie en matière de recrutement des enseignants. Loin de là, oui. Loin de là, mais effectivement, c'est nouveau gadget ou nouveau effet d'annonce, parce qu'en ce moment on est en train de parler de ça, qu'il y a un sommet des chefs d'État qui parle du climat. On va en dire un mot, on marque une pause, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, vous avez développé votre propos, Alexandra Spina, ce qui fait qu'on n'a pas eu les réactions de nos débatteurs sur ce sujet. Donc, c'est délégué, il va y avoir un délégué écologie, c'est ça? Oui, mais non, je rappelle que les éco-délégués, c'est un dispositif qui existe déjà depuis très longtemps, qui se fait sur la base du volontariat et qui est un très bon dispositif. On n'a pas besoin en permanence de nouveaux gadgets. Il y a des choses qui existent, qui sont bien, qui fonctionnent bien, que les enseignants maîtrisent bien, qui irriguent toutes les matières. Arrêtons. Moi, ça me fait doucement rigoler parce que on a appris la semaine dernière avec Lyon Mag qu'une école sur 10 en Rhône-Alpes est contaminée à l'amiante. Donc, avant de parler d'écologie, peut-être parlons santé. Ensuite, le bâti. Encore une fois, les écoles. On a maintenant le problème des examens au mois de mai ou de juin parce que ce serait trop chaud et que en fait c'est des passoires thermiques, donc soit on a trop froid l'hiver et trop chaud l'été, enfin même avant l'été, donc voilà, et on continue comme ça à avoir des mesures gadgets, de la com, quoi, on va le dire, c'est pour dire que oui, on va apprendre à bien faire le tri dans les bacs de tri, et puis à comprendre que attention les enfants, vous savez, vous n'êtes pas condamnés, mais faites attention quand même. Enfin bref, l'éco-anxiété, je veux bien, mais bon, la planète n'aura pas besoin de nous. On va tous mourir, c'est un fait, faut s'y faire. Et c'est pas du fait de l'activité humaine, pas seulement, mais voilà. Donc, je comprends pas en fait ce qui se passe dans la société. Peut-être je deviens un vieux con, mais là je comprends plus. Oui, mais il y a des. Non, je vous rassure, vous n'êtes pas un vieux con. Alex Darmon, qui est beaucoup plus jeune, représentant de la jeunesse. Non, pas beaucoup plus que vous, je vous rassure aussi. Non, mais il faut aussi se dire que ces annonces qui sont faites découlent du conseil de la refondation, avec des jeunes qui sont rassemblés autour d'Elisabeth Borne et qui donnent leur avis sur la société. Mais bon, moi j'ai envie de dire, diriger, c'est aussi peut-être quelquefois un peu prévoir et prendre des décisions. Et là, on donne justement la parole à ces jeunes-là et on essaie de leur faire plaisir. On fait de la politique de gadget, politique de communication. Et on pense qu'effectivement, avoir un permis vert, ça va être utile dans les années qui viennent à cette nouvelle génération. Moi, je ne crois pas. Je pense que la fibre écologique, vous la développez chez vous. C'est quelque chose qui vous est personnel, que vous faites grandir en vous renseignant autour de vous, en parlant avec vos copains. Et c'est peut-être pas le rôle effectivement de l'école. Les premières missions de l'école, on l'a dit, c'est apprendre, lire, écrire. Maintenant, moi, je pense qu'il y a autre chose. C'est qu'aujourd'hui, et je suis désolé, mais je vais le redire, on a un ministre de l'Éducation qui n'est pas à la hauteur. Et c'est quelqu'un pourtant qui est brillant, qui n'est pas à sa place. Non, qui n'est pas à sa place. On a voulu équilibrer après des années Blanquer qui étaient quand on se retourne, on se dit c'est peut-être
peut-être pas finalement si mal que ça. En tout cas, moi, c'est mon regard après avoir travaillé sur cette question de l'école pour plusieurs documentaires. En tout cas, il écoutait. Il y avait un débat avec les syndicats. Il y avait un débat avec les parents d'élèves. C'était très animé, mais il les recevait, il écoutait. Là, aujourd'hui, quand vous regardez cette question de l'école et que vous regardez le ministre, précisément, il est tout seul. Il n'écoute personne, il ne reçoit personne. Il s'intéresse à des sujets, on l'a dit, qui sont vraiment secondaires. Et puis surtout, je pense qu'il n'a pas pris la mesure des choses, c'est que l'école a changé depuis le Covid. Et ça, c'est la vérité. L'école a changé depuis le Covid. Et ce n'est pas la même école, ce n'est pas la même façon d'apprendre, ce n'est pas la même façon de travailler. Et pour les élèves, et pour les professeurs, voilà, de travailler, ce n'est pas la même façon. Et ça, je pense qu'il n'a pas pris la mesure de ça. Et annoncer... C'est bien, hein, annoncer des augmentations de salaire pour les professeurs, ça a été fait il y a quelques semaines, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut les mettre dans les bonnes conditions. Mais là, la transition écologique, enfin les échos, comment ça s'appelle, les échos, les cours d'écologie, c'est la première ministre qui l'a annoncé. Absolument. Mais à la suite de rencontres avec des élèves. Donc je vous donne les infos. La généralisation de la découverte des métiers au collège permettra de faire connaître et promouvoir les métiers de la transition écologique à partir de la rentrée 2024. Donc l'enseignement de technologie et l'enseignement moral et civique intégreront les enjeux de la transition écologique et il y aura des éco-députés qui seront accompagnés et formés. Ce seront des éco-délégués. Le nouveau terme pour éco-délégués, voilà. Les enfants vont aller à l'école. À l'école, voilà. Non, mais c'est un peu, non, mais moi je pense qu'il y a un problème de cadre, c'est-à-dire que on est tous attachés à ce que nos jeunes soient sensibilisés, bien sûr, à l'environnement, à l'écologie. Mais ils le sont plus que nous déjà. Et en plus, oui, ils le sont plus que nous. Quand je vois ma fille de 8 ans qui dit attention maman, faut jeter les bouteilles. Bon, voilà. Et puis ça se passe en effet à la maison aussi. Donc moi je pense que c'est un problème de cadre. Pourquoi ? Parce que je suis désolée, la sensibilisation à l'écologie, elle peut se faire parfaitement dans le cadre périscolaire. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de l'école. L'école a déjà, enfin, on le disait, l'école est en déclin. Il y a des inégalités scolaires qui ne s'arrangent pas. Et on l'a vu aussi dans le cadre de cette crise sanitaire où ça s'est encore plus accru. Donc déjà, et ça a été rappelé par Alexandra, eh bien la base, c'est la transmission des savoirs fondamentaux. Eh bien déjà accomplissons cette mission plutôt que voilà, en allant sur des mesures gadgets qui franchement peuvent faire l'objet de d'autres temps. Et le temps périscolaire, je pense que c'est ce temps-là dans lequel on peut sensibiliser à ces questions. Moi, j'invite le ministre de l'Éducation nationale à s'intéresser aux élèves qu'on laisse au bord de la route. Oui, voilà. C'est surtout ça. C'est à cela qu'on doit s'intéresser. C'est ça qui est fondamental. Je vais vous citer une étude sur le gaspillage alimentaire qui a été dévoilée hier. Les 18-24 ans jettent beaucoup plus d'aliments que les autres tranches d'âge. Alors, qu'est-ce qu'on attend enfin... Donc l'éco-sensibilité des jeunes, je suis pas persuadée. Ils jettent des produits. 7% des 18-24 ans jettent un produit proche de la date limite contre 1% des plus âgés. Heureusement qu'après il y aura le SNU pour attraper les savoirs éco-savoirs non acquis en première lecture. Non mais c'est formidable. Absolument. Bon, on continue peut-être toujours sur dans le même registre, à savoir les vêtements religieux à l'école. C'est un sondage. Bon là aussi, Papendiaï a très élégamment, très habilement dit au proviseur débrouillez-vous. C'est vous qui jugez. Il y a une loi de 2004. Oui, mais qui est contournée parce que il y a ce débat de savoir si l'abaya est un vêtement religieux ou non. Et alors, qu'ont dit les docteurs de la foi ? Ils ont dit que c'était pas religieux. Bah voilà. Oui. Bon, oui, mais non. Alors là, c'est un vêtement identitaire. Exactement. Voilà. Et de culture islamique. Identitaire et religieux, c'est deux choses différentes. Oui. Ouais. Enfin bon. Et donc. Ils peuvent venir en donc ça ne abaya. va pas dans le cadre de la loi de 2004, donc il n'y a pas de débat en fait. On peut aller à l'école en abaya. Alors, écoutez, personnellement, je vous pose la question. Personnellement, seriez-vous favorable ou opposé à ce qu'à l'avenir, l'institution scolaire autorise les élèves des collèges et lycées publics à porter des vêtements traditionnels larges comme des abayas ou des camis? Et là, vous avez 77% des Français qui y sont opposés. C'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Il y a également le
ministère de l'Éducation qui laisse les proviseurs, les chefs d'établissement décider du caractère religieux. Et là, les Français, pareil. C'est dingue, c'est ça, mais pas tous en même temps. Alex, le problème, il est là, c'est que encore une fois, le ministre de l'Éducation nationale, son ministère ne prennent pas leurs responsabilités. Ils en lavent les mains. Voilà. Et le souci, il est là parce que en vérité, oui, il y a la loi de 2004, et puis il y a la loi de 1905, la laïcité, c'est chacun fait ce qu'il veut entre guillemets. Le problème de l'abaya, en fait, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez l'acheter partout. C'est pas un vêtement religieux, c'est pas un vêtement identitaire. Vous commandez sur Internet, vous pouvez l'acheter. Alors oui. Non mais attendez, c'est de l'hypocrisie. Je suis d'accord que c'est de l'hypocrisie. C'est ce que j'allais dire. Je suis d'accord que c'est de l'hypocrisie. Le problème de tout ça, c'est qu'en fait, quand vous lisez les témoignages, quand vous lisez les jeunes filles qui mettent un abaya, souvent elles portent le voile. Souvent, elles sont dans le mensonge parce qu'elles disent que c'est pas religieux, mais on sait que c'est religieux. Mais à partir du moment où le ministre de l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale ne prend pas de décision, je suis désolé, vous ne pouvez pas l'interdire. Alors, voilà. C'est ça. Sur le plan du droit, je pense que c'est un peu plus compliqué, que l'interdiction pose question. En revanche, je pense que toutes ces polémiques vestimentaires à l'école, et vous allez bondir, devraient nous encourager à nous reposer la question de l'uniforme à l'école. Alors, non, mais si c'est pour un uniforme comme celui du SNU, non. Quelle couleur? Non, il faut un uniforme un peu classe, quoi. Parce que franchement, moi j'ai peur parce qu'on part sur l'uniforme, mais on ne parle jamais du design de l'uniforme, quoi. Et à quoi il va ressembler. Donc, non mais c'est important. Les marines et blancs, voilà. Et rouge, non. Bleu, blanc, rouge. Moi, j'ai des idées, mais la dictature des marques, c'est quand même aussi une source d'appauvrissement pour beaucoup de familles. Et moi, vraiment, je plaide pour l'uniforme à l'école. Je pense que ça réglerait un certain nombre de questions. Toutes ces questions-là, notamment. Absolument, et qui se posaient déjà. Moi, je suis pas sur ce plateau la représentante de la jeunesse, mais je me souviens, enfant, oui, déjà, la façon de se vêtir, vous marquez socialement. Absolument. Bien sûr, ça reste le cas. Et c'est de plus en plus le cas. Donc réglons ce problème avec un uniforme qui est un symbole d'égalité. Voilà. Mais qui ne réglera pas le problème de fond qui est pourquoi d'un seul coup on assiste à des jeunes femmes. C'est 400 cas au mois de mai, c'est ce que disait le ministre de l'Éducation nationale. Après c'est par vague. Il y a toujours. On a vu aussi ces mises en scène. Vous voyez pas un test de la laïcité. Vous dites c'est anecdotique. Bien sûr que c'est une mise à l'épreuve de la laïcité. Moi je crois pas que c'est une mise à l'épreuve de la laïcité. Interdire, autant oui, clairement il y a un contournement de la loi. Moi je pense honnêtement qu'il est compliqué de l'interdire, même si je serais ravie qu'on puisse l'interdire, mais c'est évidemment, quand tu vois les témoignages des jeunes filles, elles portent le voile et elles t'expliquent que ça n'est pas un vêtement religieux. Alors certes c'est un vêtement identitaire et pas religieux, mais bon c'est un détournement du sujet. Mais par rapport à ce sujet-là, c'est vrai qu'il y a eu tout un débat, tenue traditionnelle, tenue religieuse. Déjà, cette tenue, elle est imposée en Arabie Saoudite et en Iran. Les femmes, elles sont obligées de porter l'abaya. Parce que, pourquoi je dis que c'est de culture islamique, parce que on demande à la femme d'être pudique. On demande à la femme d'être modérée. Et donc, cette tenue, on le voit, c'est pour cacher les formes de la femme. De ne pas provoquer le désir. Et donc, exactement, de ne pas attirer l'œil de l'homme, et donc de ne pas provoquer, comme vous le disiez, Alexandra, le désir. Donc pour moi, cette tenue, elle est de culture islamique, clairement. Après, passons ce débat. Je suis désolée, on ne vient pas, et excusez-moi, je vais être conservatrice, mais je m'en fous. Réactionnaire. On ne vient pas. Allez-y, faites-moi plaisir. On ne vient pas n'importe comment à l'école. C'est pas venez comme vous êtes. Ah bah tiens, je vais mettre mon t-shirt Che Guevara. Je vais mettre mon t-shirt avec une tête de mort derrière. Enfin, à un moment, les règles. Les règles qui doivent s'imposer à l'école doivent s'imposer aussi dans le milieu du travail. Dans le milieu du travail, excusez-moi, moi je me pointe pas au tribunal. Bon, déjà on a notre robe, mais au sein du palais de justice, je suis pas avec un t-shirt, avec une tête de mort, le jean déchiré. Enfin, à un moment, il y a un comportement à avoir. Et je suis pas dans la police vestimentaire. Je suis très attachée à la liberté, mais c'est une question de respect de soi-même et de respect
respect vis-à-vis des Mais autres. là, vous déviez un tout petit peu du sujet. C'est-à-dire que l'abaya, c'est pas un sujet neutre. Je suis désolée. Ah bah, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis que c'est de Puisque nous culture savons tous, islamique. puisque nous savons tous ici que le débat n'aura pas lieu. Oui. Ah bah, Il ça, n'aura c'est pas clair lieu. qu'il aura Non, pas mais lieu. c'est ça, Donc, c'est qu'à un moment, Voilà, il faut maintenant se débarrasser de ce Et problème. moi, je suis d'accord avec l'uniforme. Voilà. Ma Donc, fille porte maintenant- l'uniforme à l'école et j'en suis ravie. Hein. Moi, Non, je c'est vrai pense que c'est vraiment. Remettons sur la table le sujet de l'uniforme. On le fait, hein. comment On le fait souvent et c'est jamais voté. Mais il faut que ce soit Moi voté. je vous dis attention, l'uniforme, quel uniforme? Parce qu'avec Papendia et tout ça, on va avoir droit à un uniforme arc-en-ciel. Et ça, les gens vont pas être contents non plus. Hein. Et Une abaya un arc-en-ciel. uniforme de fierté. Et là, les parents vont dire, mais attendez, je suis pas d'accord. Non, mais ça pourrait créer du débat encore. Hein. Vous regardez dans tous les pays où il y a des uniformes. Oui, généralement c'est pas arc-en-ciel, mais on ça sait reste- jamais, on sait jamais, Ouais. Valérie. Allez, on se retrouve dans un instant et on continue de débattre avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Allez, un peu d'actu média avec, hier on l'apprenait, la possible nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du journal du dimanche. Geoffroy Lejeune qui est un journaliste qui dirigeait Valeurs Actuelles, qui a été licencié. Et c'est vrai que c'est un signal qui est envoyé par Vincent Bolloré, qui va devenir, qui est propriétaire aujourd'hui du journal du dimanche, de Paris Match, puisqu'il a racheté le groupe Lagardère. En tout cas, Lagardère est censé garder un droit de regard, mais visiblement, il n'a pas beaucoup de pouvoir. Comment vous comprenez cette... Enfin, c'est vrai que ce n'est pas neutre de nommer quelqu'un qui vient de Valeurs Actuelles. Non, mais c'est le système Bolloré. Enfin, on sait qu'il a des choix comme ça très forts. Il l'avait fait à l'époque avec CNews, et ensuite il y a les journalistes de la rédaction qui suivent et ceux qui partent. C'est systématiquement le choix qui est fait. Donc il prend un média, ensuite il met à la tête du média quelqu'un et il fait le tri dans la rédaction. Donc c'est pas nouveau, c'est le JDD maintenant puisque c'est la dernière acquisition. Bon voilà, ça pose une question plus large, je dirais, de la propriété des médias. Tout simplement le poids de plus en plus présent, important des actionnaires majoritaires. On a eu le cas aux Parisiens avec la grève aussi d'une partie de la rédaction suite à l'intervention de Bernard Arnault aussi, et des actionnaires particulièrement interventionnistes. Et ça, c'est la vraie question, c'est-à-dire jusqu'où peuvent aller ces actionnaires. Qu'est-ce qu'est le travail d'un journaliste aujourd'hui dans ces rédactions? Est-ce qu'il est empêché? Est-ce qu'il y a de l'autocensure? Est-ce que c'est délicat? Et aujourd'hui, on voit bien que c'est de plus en plus ouvert. Il y a eu les témoignages des responsables devant la commission d'enquête parlementaire sur la propriété des médias, justement. Et cette question de la propriété du média, elle est importante parce que c'est la question de la liberté de la presse aussi, derrière, de la pluralité aussi. Et là, on voit bien que la pluralité est en train de disparaître petit à petit, puisqu'on a quelques gros actionnaires qui achètent à peu près tous les titres, et y compris télévision et radio. Donc ça, c'est une question plus large que celle du JDD et de Geoffroy Lejeune. Alors, il y a près de 90% de la rédaction qui a voté la grève, donc ça veut dire qu'il y a quand même une forme de liberté. Une seule personne qui a dit non, qui n'a pas voté cette grève au journal du dimanche. Ouais. En fait, il fait ce qu'il veut, Bolloré. Là, c'est ça. À partir du moment où il a un groupe acheté, privé. voilà, à partir du Je le moment où il a rappelle, acheté son journal, et je suis journaliste, et je prends conscience que ça doit être très compliqué pour les journalistes du journal du dimanche qui se sont mis en grève, mais il fait ses choix, il décide, en tout cas c'est ce qui est pressenti, de mettre Geoffroy Lejeune comme directeur de la rédaction, et les journalistes, parce que c'est ça l'histoire, les journalistes du JDD n'acceptent pas parce que Geoffroy Lejeune est un très proche d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal. Voilà, c'est de notoriété publique, et à partir de là, c'est vrai qu'il va y avoir un vrai tournant dans la ligne éditoriale du journal du dimanche, et qui était plutôt un journal, moi je veux dire neutre, mais je sais que ça va faire crier certaines personnes. Oui, je vous le confirme. Voilà. Moi je le trouvais plutôt neutre, le journal du dimanche, c'était quelque chose qu'on lisait le dimanche, où on disait qu'il y avait une information plutôt Ça cohérente. s'appelait déjà la Pravda du dimanche, quand même. Non mais bon voilà. Là aujourd'hui c'est vrai quand vous lisez Valeurs Actuelles il y a quelques années, que vous l'avez lu ces dernières années, les derniers mois, vous voyez qu'il y avait clairement un parti pris, et c'est la marque de fabrique de Geoffroy Lejeune, qui est quelqu'un aussi, il faut le dire, de brillant aussi, parce que dans ce qu'il fait, il est très doué.
jouer, et donc il va venir avec ses idées, il va venir avec son envie de faire ce qu'il faisait à l'heure actuelle au JDD, qui est un journal qui est beaucoup plus lu et beaucoup plus grand public, plus grand public que Valeurs Actuelles. Et donc c'est ce qui fait peur à la SDJ, la Société des journalistes du JDD. Mais juste pour terminer une chose, c'est que Monsieur Bolloré, il a déjà fait ce qu'il va faire là, il y a quelques années à iTélé, anciennement iTélé, qui est devenu CNews derrière, et il a pas lâché. Donc je vois pas pourquoi il lâcherait maintenant s'il a cette idée en tête. Il fait ce qu'il veut. Moi, je pense que c'est beaucoup de bruit pour rien. On n'a quand même pas nommé Geoffroy Lejeune à la tête de Mediapart. Donc nous voilà rassurés. Maintenant, je constate quand même qu'on parle souvent de pluralité de la presse et qu'on défend la pluralité de la presse, souvent quand il s'agit de montrer du doigt des journalistes de droite. Voilà, je le constate quand même. On peut le dire, je crois que là-dessus on sera tous d'accord. C'est vrai, vous avez raison. Donc la pluralité de la presse, ça a un sens. Pluralité. Voilà. Et ça veut dire que ce ne sont pas exclusivement des journalistes de gauche. Voilà. Pour souvent. Vous voulez dire, par exemple, Libération, ça n'indigne personne. Absolument. Libération, des émissions du soir. Sur France 5, par exemple. Par exemple, à tout hasard. Voilà. Et quand vous savez que les étudiants en journalisme, leur héros, c'est Edoui Plenel, ça pose question quand même sur les engagements politiques des journalistes. Quand je recrutais parfois des stagiaires à LCI, je leur demandais qu'est-ce que vous lisez comme journal, qu'est-ce que vous écoutez, et systématiquement 10 sur 10 répondaient Libération et France Inter. Mais vraiment, c'est le DRH qui m'avait dit fais ce test, tu verras. C'était la réponse. Najwa? Non, mais moi je suis très attachée à la pluralité des médias. Il y a toujours eu des journaux de gauche, des journaux de droite. Des médias. Et puis honnêtement, on connaît la ligne idéologique du grand patron Bolloré. On sait très bien que c'est une idéologie de droite. Il est propriétaire, on rappelle en effet que c'est un groupe privé. Il est propriétaire de CNews, il est propriétaire du JDD. Eh bien... ça, entre guillemets, ça a du sens qu'il nomme. En plus, Geoffroy Lejeune est un très bon journaliste. Très juste, c'est un très bon journaliste. Donc c'est cohérent qu'il le nomme au niveau du JDD. Alors oui, ça va changer la ligne éditoriale, mais ça appartient au groupe privé Bolloré. C'est un journal que vous achetez, que vous payez. Vous êtes libre de l'acheter, comme d'appuyer sur votre bouton de télécommande pour regarder. Vous voulez acheter Libé, vous achetez Libé, et puis c'est tout. Après, voilà, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, puisque je le dis, mais on peut comprendre aussi que les journalistes qui sont dans la maison depuis des années voient cette arrivée d'un... Il y a quelque chose qui s'appelle la clause de cession. De clause de conscience, d'ailleurs, je pense qu'ils vont l'activer, comme ça avait été le cas à l'époque d'actionnaire. À iTélé, ça a été le cas, et puis les accords avaient été trouvés. Puis c'est très similaire, je pense que ce qui se passe au JDD, c'est à peu près ce qui s'est passé à iTélé, mais dans la presse papier. Et la vraie question dans tout ça, et je le dis tout à fait librement, parce que je répète, je suis journaliste, c'est est-ce qu'aujourd'hui c'est le même journalisme? Parce que vous entendez cette musique de dire aujourd'hui le journalisme neutre n'existe plus. Voilà. S'il existait un jour, j'en sais rien. Et on vous dit, tous les journalistes ont une opinion, sont obligés de donner leur idée et tout. Bon, si c'est le cas, voilà. Je veux dire, le JDD a donné son idée pendant des années, selon certains. Il va en donner une autre, il va en transmettre une autre pendant d'autres années. La vraie question, moi, c'est le choix étonnant de l'actionnaire de Valeurs Actuelles de débarquer Geoffroy Lejeune. C'est tout ça qui est étonnant, parce que je pense que c'est des problématiques internes, de compatibilité aussi. Mais du coup, c'est l'avenir de Valeurs Actuelles là qui pose question. Qui va poser question, absolument. Un mot donc sur ce sommet en ce moment qui se tient, sommet des chefs d'État qui parlaient climat justement. Et le président de la République, là à l'instant, je lis, vient d'accuser la Russie d'être une puissance de déstabilisation de l'Afrique. C'est-à-dire que je trouve que la France... Oui, bon, ça vous fait... J'ai raison. Mais c'est gonflé. Oui, je trouve ça très gonflé. C'est pour ça que je vous le cite, parce que il dit parce qu'on est quand même on est en perte de vitesse totale. Et donc le président, il dit, il a cette phrase en disant que les milices privées qui viennent faire de la prédation, des exactions sur les populations civiles, rappelant que cela a été documenté, etc., etc. Donc c'est de la faute des Russes si. Oui, tout est de la faute des Russes en
ce moment, c'est vrai. Mais je sens une fébrilité de la part d'Emmanuel Macron sur la perte en fait d'influence de la France en Afrique, évidemment. On l'a vu avec son auto-invitation au sommet des BRICS qui va avoir lieu en Afrique du Sud, très déplacé. On le voit avec les différents voyages qu'il a pu faire, Algérie et autres pays où il avait fait un tour pour essayer de voir justement qu'est-ce qu'on peut sauver, parce qu'on en est là. Finalement, la France est mal vue. Il y a eu beaucoup de problèmes de communication, beaucoup de problèmes aussi d'arrogance, évidemment, de la part de la diplomatie française. Et puis, on n'efface pas comme ça des années de France-Afrique, et on efface encore moins des années de colonisation. Et là, sortir simplement que les Russes font de l'ingérence, alors que Barkhane a été un fiasco total, alors que on essaie de tout faire pour sauver l'uranium du Niger et ailleurs. C'est ridicule. Ça se voit que là, il y a une vraie perte de pouvoir de la France en Afrique, et je vois, c'est pas avec ce genre de déclaration, je pense, qu'Emmanuel Macron va changer quoi que ce soit. Non, ce qu'il faut, c'est des partenariats commerciaux équilibrés. C'est ce que font les Chinois et les Russes, c'est-à-dire qu'ils sont pas bêtes, ils arrivent, ils n'ont pas ce passif-là, et c'est de l'argent. C'est simplement de l'argent. Et de l'exploitation des matières premières. Oui, Najwa, elle a été. Et cet appel quand même à des taxations internationales pour aider les pays d'Afrique. Oui, mais on donne de l'argent, il n'y a pas de vérification derrière de où va cet argent, et avec quand même dictateurs ou des hommes puissants qui pillent. Non, mais on donne beaucoup d'argent, mais on ne sait jamais où il va. Mais même avec nos impôts, la question se pose. Même au sein de l'État français, on peut se poser la question où va l'argent. Alexandra Spinner, c'est la photo russe. C'est complètement ridicule. Voilà. Si vous allez en Afrique, vous voyez quand même beaucoup d'investisseurs chinois, essentiellement. Moi je crois qu'il faut retisser le lien avec ce merveilleux continent. Je rappelle que la langue française a une part importante en Afrique. Et que de moins en moins, hélas, qu'on apprend l'anglais. Hélas, elle est de plus en plus reléguée. Et voilà, défendons l'idée de la France et de l'amitié de nos deux continents. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre et très bon week-end à vous. Et nous, on se retrouve dans un instant dans l'émission Média. On va parler du papotin. Vous savez, cette émission formidable où des jeunes autistes interviewent des personnalités. Et samedi soir, ce sera, ou dimanche, je ne sais plus, ce sera Thomas Pesquet. C'est absolument, c'est très très touchant. Toujours un moment d'humanité incroyable. On en parle dans un instant.